revenir un peu sur le parrainage. Bien sûr. En réalité, c'est un formidable, entre guillemets, mécanisme d'exclusion. C'est les grands partis politiques qui en ont voulu pour pouvoir faire une élection quelque sorte à huis clos, pour exclure les petits partis, ainsi appelés, ou les candidats indépendants. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que jamais ils n'ont porté une revendication sur le parrainage. Est-ce que vous avez une fois entendu dire que le parrainage était antidémocratique? Vous n'êtes pas d'accord qu'il faut trouver un système pour éviter les candidatures un peu fantaisistes? Oui, mais cela se fait dans un contexte où il y a une confiance qui est retrouvée, dans un contexte où l'élection ne gênait pas autant de passion, dans un contexte où la réconciliation n'a pas été faite. Donc c'est ça qui pose un problème. Aujourd'hui, le peuple du Côte d'Ivoire est fractionné. Il y a des zones entières du pays où les acteurs politiques n'ont pas accès, ou bien où des acteurs politiques locaux empêchent d'autres acteurs de venir faire des réunions. Et donc, tout ça crée une atmosphère d'anxiété qui fait que les populations ont très peur de donner leur nom parce qu'il faut donner sa carte d'identité. On ne sait pas entre les mains de qui votre nom et vos éléments de filiation vont tomber. Et donc tout ça crée une atmosphère qui ne donne pas confiance aux gens et qui ne pousse pas à donner leur parrainage. Et ça peut éliminer les gens. Mais pourquoi vous dites que c'est une machine à exclure? Mais c'est une machine à exclure parce que même hier à la formation, les techniciens de la CEI ont eu du mal à expliquer aux gens comment les choses vont se passer. Parce que à la fin, mais la logistique qui est autour, vous n'avez même pas idée. C'est des centaines de cartons de documents que vous devez réunir, lieu même à la limite des camions pour transporter des cartons pour envoyer à la CEI. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Monsieur Vincent Toby, qui est également candidat indépendant à l'élection présidentielle, qui estime que c'est trop restrictif et qui réclame carrément la suppression du parrainage? Ah oui, nous sommes totalement sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas en réalité contre le principe. Mais si vous n'êtes pas contre le principe, quel système voudriez-vous voir mettre en œuvre? Non, pour le moment, il faut que ce système-là soit suspendu. Parce que d'abord, ça a été fait sans débat. Ça a été la volonté des acteurs politiques. Ça a été fait par ordonnance présidentielle. Ce n'est pas une loi. C'est pas arrivé au Parlement, puis il y a un débat pour que les représentants du peuple de Côte d'Ivoire donnent leur avis là-dessus. Personne n'a été associé à ce dispositif-là. Il a été fait dans un contexte en 2020 où il y avait une crise politique majeure, personne n'a suivi cela. Maintenant qu'on veut aller à une élection inclusive, d'autres candidats sortent et maintenant comprennent la complexité de la chose. C'est pour ça que nous disons que ce parrainage-là, il faut le suspendre pour laisser les Ivoiriens avoir le maximum de choix par rapport aux candidats qui se présentent. Mais est-ce que s'il n'est pas fait, à 4-5 mois de l'élection, on peut suspendre un système? Cela ne pose aucun problème. Le parrainage, on peut le suspendre à tout moment. Je vous rappelle qu'au Sénégal, ça posait un problème. Ça a été suspendu. En 2021, la Cour de justice de la CEDEAO a annulé ce parrainage comme étant antidémocratique et étant une machine d'exclusion. C'est la même. C'était combien de temps avant le scrutin? Peut-être 3 ans avant le scrutin. Voilà, on est à 4 mois. Ça ne pose aucun problème. Je vous rappelle que des Ivoiriens ont déjà saisi cette Cour de justice là, qui a programmé une décision dans les semaines qui viennent. Et donc vous voulez dire que la Cour de justice de la CEDEAO va se prononcer en juillet? En juillet dessus, sur cette question du parrainage en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Si elle se prononce négativement, est-ce que sa décision est applicable, obligatoire? Mais les autorités ivoiriennes sont censées l'appliquer. La Côte d'Ivoire est un leader de l'espace CEDEAO. Et si elle dit que ce parrainage ne pose pas de problème? Ben, cela confirmerait le fait que c'est un mécanisme politique pour exclure les gens. Ben, pourquoi? Si la CEDEAO, si la Cour de justice... Non, je parle si la Cour de justice valide, qu'est-ce que vous faites? Non, si elle valide, on va y aller. On va s'aligner. Mais si elle annule et que nos autorités ne veulent pas l'appliquer, en ce moment-là, on en tirerait les conséquences. Est-ce que vous êtes à même de réunir les 50 millions qui sont aussi un autre, j'allais dire, étape? Les 50 millions ne sont pas une préoccupation. Les 50 millions pour déposer une candidature. Non. Il faut une caution. Les 50 millions de caution ne sont pas, c'est vrai que c'est quand même assez élevé parce que c'est en 2020 que cette décision aussi a été prise sans débat, hein. Voilà, ça a été fait par ordonnance. On a décidé de multiplier par 3 pratiquement le cautionnement en Côte d'Ivoire. Là-dessus, nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Nous pensons que nous pouvons réunir ces 50 millions. Ce contre quoi nous nous opposons, c'est le parrainage. Parce que, à la fin, même si vous êtes écarté par le Conseil constitutionnel, vous n'avez aucun moyen de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est à ce niveau-là que nous pensons qu'il y a des difficultés. Sinon, nous, on n'a aucune difficulté. On a regardé la cartographie du collège électoral de chaque région. On a vu que c'est pas grand-chose, en fait. Quand vous prenez ma région de Tiasalé, la Niamey-Tiassa, c'est autour de 2000 parrains que je dois avoir. Dans ma propre sous-préfecture à Morocco, je peux réunir ces 2000 parrains. Oui, le problème, c'est de les avoir, dans les autres ou des acteurs politiques qui jouent un rôle majeur là-bas et peuvent contraindre des gens à ne pas vous donner le parrainage. C'est ça le principe. C'est ça le principe du parrainage pour éviter, pour redonner une certaine assise déjà populaire à une candidature. Mais justement, à ce moment, il faudrait que cela ait dû être encadré par des textes de loi très clairs qui condamnent toute manœuvre qui empêcherait les autres candidats d'aller prendre des parrainages dans d'autres régions.
C'est ça la difficulté en réalité. Alors, quand vous voyez la mobilisation réussie du RHDP le week-end dernier, à l'occasion de son congrès ordinaire, deuxième congrès ordinaire, bon, ça a été quand même une démonstration de force. Est-ce que vous vous dites quand même que vous avez vos chances? Ah ben, écoutez, moi, je n'apprécie pas cette mobilisation comme un exploit. Un parti politique qui est au pouvoir, qui a les moyens de l'État, entre guillemets, qui a l'administration à sa disposition, qui a les forces de l'ordre à sa disposition, qui a les préfets, le corps préfectoral à sa disposition. Mobiliser 100 000 personnes, Bien, dans tout ce contexte-là, voilà. Est-ce que vous estimez que vous avez vos chances? Oui, mais il y a ces 100 000 personnes qui se sont mobilisées, entre guillemets, à BNP. Alors, rien ne prouve même que si les 100 000 personnes, tous soient des électeurs. Il y a 8 700 000 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Et donc, chacun a sa chance, a ses chances. Je le pose différemment. Sur quoi vous pensez que reposent vos chances? Mais mes chances reposent sur le fait qu'il y a une vraie demande de changement dans le pays. Parcourez la Côte d'Ivoire, vous allez sentir qu'il y a une vraie lassitude. Que les gens sont fatigués de toute cette façon de faire la politique là, de ce discours anxiogène qui est prononcé, de cette médiocrité du discours politique. Les gens sont fatigués de cela. Je voudrais vous faire remarquer que depuis 2010, il y a environ 5 millions d'Ivoiriens qui sont retournés aux urnes. Prenez les résultats des dernières municipales et régionales, où il y avait un véritable enjeu, puisque tous les grands partis politiques étaient dans la course. Ça n'a même pas au régional et au municipal, il y a eu une trentaine de pourcents de participation. À peine 30%. Vous voyez le RHDP qui a raflé pratiquement 90% des sièges, et qui s'en enorgueillit d'ailleurs, mais ils n'ont eu que 1 700 000 voix. C'est pratiquement 8 millions. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui demandent... C'est-à-dire que pour vous, la réserve de voix sur laquelle vous éventuellement comptez, ouais, ce sont ces abstentionnistes. Ce sont ces gens qui n'ont plus confiance dans le système, qui n'ont plus confiance dans cette classe politique qui a tout des rôles à gouverner et qui a montré de quoi elle est capable. Et donc cette catégorie d'Ivoiriens qui veulent de nouveaux visages, qui veulent un nouveau discours, qui veulent un nouvel engagement, qui veulent du patriotisme, qui veulent qu'on se trouve le problème là, est majoritaire par rapport à ceux qui vont voter. Alors au passage, en parlant du congrès du RHDP, comment est-ce que vous avez comprise la réponse de Monsieur Ouattara à ses militants concernant sa propre candidature? Je vous ai entendu, je vous ai compris, j'ai besoin d'encore quelques jours pour réfléchir. Est-ce que vous y voyez une posture tactique, un faux suspense? Comment vous interprétez cela? Non, moi je pense que le RHDP en tant que parti a le droit de demander à son leader d'être candidat. Les militants ont le droit de se faire au niveau de leur parti. Mais après, c'est le chef de l'État et il est le président de tous les Ivoiriens. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi je me prononce. Et ce chef de l'État-là a déjà répondu à cette question de candidature à plusieurs reprises. Il a dit qu'il ne sera pas candidat et que cela même relevait de l'impossible en 2025. Il a dit ça quand? Il a dit il y a à peine il y a 3 ans, dans une interview avec nos confrères de médias internationaux. La vidéo est disponible sur YouTube pour aller la voir. Il a dit, pour 2025, c'est impossible que je sois candidat. Il a même ajouté, je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens désignent un président plus jeune que moi et mes prédécesseurs à la tête du pays. Cette crise est là. Donc ça veut dire que s'il se présente, il céderait à cette douce pression de ses militants? Voilà, il céderait aux douces pressions de ses militants. Sinon, en tant que chef de l'État, il a déjà pris position sur la question de ce Au final, vous pensez que, qu'est-ce qui va sortir? Une fumée blanche, une fumée, comment? On ne peut que spéculer là-dessus. On n'a pas d'éléments pour apprécier. Dans quelques semaines, quelques jours, il va parler et on verra la position qu'il va prendre. Comment est-ce que vous vous positionnez dans le débat sur les candidatures aujourd'hui juridiquement impossibles de messieurs Thiam, Gbagbo, Blé Goudé, Soro? Est-ce que vous réclamez une amnistie? Est-ce que vous réclamez une nouvelle révision de la liste électorale? Est-ce que vous demandez à la majorité d'être, j'allais dire, d'ouvrir un peu le jeu politique? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans un cycle perpétuel de recommencement? Que comme si nous étions victimes d'une malédiction qui se répète tous les 5 ou tous les 10 ans, nous sommes dans le même schéma. À la différence que maintenant, ceux qui agissent ont une capacité d'anticipation pour faire en sorte qu'on ne puisse pas leur faire le procès de l'exclusion par des voies judiciaires, puisque ils ont anticipé ce qui se passe maintenant. En 2000, il n'y avait pas eu d'anticipation, on l'a fait dans le feu de l'action. On a exclu des gens dans le feu de l'action. Là, on a exclu les gens quelques années avant les élections. Et par conséquent, on dit maintenant, c'est la justice qui a décidé, donc alignez-vous. C'est une répétition de ce qui s'est passé en 2000. Et donc aujourd'hui, on appelle tout le monde à comprendre que ce qui a permis... Ce que vous dites, c'est que la justice est instrumentalisée, là. Mais en tant qu'acteurs politiques, nous sommes conscients de ce que les choses ne fonctionnent pas normalement. Et que les acteurs politiques, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, ont toujours utilisé la loi pour faire de la politique. C'est de ça qu'il s'agit. On a de très bons magistrats en Côte d'Ivoire, on a un appareil judiciaire qui peut fonctionner autrement que ce qu'on voit aujourd'hui. Et les acteurs politiques font tout pour que la justice vienne jouer un rôle dans le jeu politique, après pour créer les tensions. C'est ce que nous dénonçons. Donc, est-ce que vous préconisez qu'on trouve les voies et moyens
juridique ou judiciaire de réintroduire ces personnalités dans le jeu présidentiel. D'un point de vue judiciaire, il n'y a plus rien à faire. Les décisions ont été prises, sont passées en force des choses jugées. Maintenant, il peut y avoir que la voie politique. Et la voie politique, elle appartient exclusivement au chef de l'État. Qui a pris une grâce présidentielle pour M. Gbagbo Laurent et d'autres personnes, c'est parce qu'il leur faut une amnistie. Et cette amnistie-là, c'est lui seul qui en a le pouvoir. Il apprécie de le faire ou pas. Vous l'appelez de vos voeux? Ah ben écoutez, nous soutenons fortement les revendications de cette opposition-là. Tu veux que cette élection soit inclusive, que tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre écartés soient réintégrés politiquement et qu'on aille enfin solder les comptes de toute cette bataille de 90 qui finit en 2025. Il n'y a pas que ces personnes. Le PDCI et le PPACI auraient la possibilité de présenter un candidat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils devraient le faire, quoi qu'il en soit? Oui, mais est-ce que les années précédentes, les autres qui avaient été exclus avaient présenté d'autres candidats? Pourquoi ce qui n'a pas été fait pour les autres, on voudrait que ce soit fait pour ceux-là? Non, chacun a le droit de vous dire que c'est notre candidat, c'est lui que nous voulons. Et donc, de ce point de vue-là, nous comprenons leur position. Parce qu'ils ont le sentiment d'être victimes d'une injustice, d'une instrumentalisation. C'est leur sentiment à eux. Et donc, nous comprenons cela. Et par conséquent, nous disons que ce qui doit être fait pour préserver la paix doit être fait pour que nous allions à une élection où le 27 octobre, on pourrait aller au travail, on pourrait aller à l'école, le pays pourrait continuer à vivre, que de vivre encore 6 mois d'anxiété. Comment est-ce que vous appréciez justement, parlant de 6 mois d'anxiété, la tournure que prend le débat politique? C'est-à-dire quand même que la tension devient palpable, les menaces commencent à être prononcées. Je reviens pas sur les propos d'estrade de Monsieur Gbagbo qui disait ils veulent la bagarre, ils auront la bagarre. Est-ce que tout cela est pas un peu inquiétant? Oui, mais vous citez M. Gbagbo, mais c'est même pas le seul qui parle. Non, ce n'est qu'un exemple. C'est toute la classe politique classique qui se réinstalle dans ce qu'elle sait faire le plus. Créer l'anxiété, créer la peur, mettre les Ivoiriens dans une position de fuite. Et donc, c'est ce à quoi on a aujourd'hui. L'atmosphère est complètement empoisonnée déjà par ces questions qui sont évoquées. Et donc, vous allez voir que si des candidats comme nous, qui sommes un peu en dehors des machines classiques, nous ne portons pas un discours programmatique pour ramener les choses un peu à l'endroit, vous allez voir qu'on va passer 4 mois à ne faire que des petites phrases et à s'insulter, où il n'y aura pas de débat de fond sur les problèmes des Ivoiriens. C'est à ça qu'on veut nous envoyer. Et c'est un jeu auquel ils nous ont habitués et qui chaque fois a réussi à mettre des Ivoiriens dans cette situation-là. Cette fois-ci-là, on va regarder les choses avec d'autres discours. Ah, salut Temogo, tu vois, maintenant tu parles comme les politiciens. Tu vois les questions, mais tu dévis. Tu te rappelles, un jour sur un panel, je t'ai dit que tu n'as pas ce qu'il faut. Pourquoi je le dis? Parce que, regarde aujourd'hui, quand tu prends le 4e mandat qu'Alassane Ouattara fait là, il n'a pas le droit, mais tu n'es pas capable de le dire. Tu dis non, c'est lui qui dit qu'il ne voulait pas. C'est pas lui qui dit qu'il ne voulait pas. C'est la Constitution qui dit que Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. Et s'il va faire un 4e mandat, c'est un forcing. Et c'est une violation de la Constitution. Tu n'es pas capable de le dire. Tu dis non, il avait dit que non, il n'allait pas se présenter. Donc, il ne va pas se présenter. Il va pas se... Frère, je ne te connaissais pas comme ça. Si tu n'es pas capable de dire les choses telles qu'elles sont, tu es sûr que tu vas être président? Le président Gbagbo dit, Ouattara, il a fait un 3e mandat illégal. Il veut faire un 4e mandat illégal. Ça, là, on dit garçon. Le président Thiam dit que le mandat là était, le 3e mandat était illégal, le 4e est illégal. Il n'a pas le droit d'être candidat. Ça là, c'est garçon. Hein? Tu vois. Même Simon Gbagbo a dit le 3e était illégal, le 4e est illégal. C'est une femme brave. Tu vois un peu. Si toi tu veux être président, malgré que tu critiques les anciens là, mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore garçon. Vous me tendez la perche en parlant du discours programmatique. On arrive à la fin de cette première partie. On va y venir juste après. J'ai une dernière question un peu sur l'ambiance politique. Est-ce que le rapprochement qu'on a constaté entre le PDCI, RDA et le PPACI très récemment, est-ce que vous avez l'impression que l'on se dirige vers un boycottage de cette élection présidentielle par les partis de l'opposition? Je voudrais répondre à cette question par j'allais dire par des propos du président Gbagbo Laurent, qui a dit il y a à peine 1 an qu'il n'y aura pas de boycott encore en 2025. Qui reconnaît que tout ce qui a été fait avant 2025, les boycotts que son parti a organisés, c'était une erreur. Et que cette fois-ci, il n'y aura pas de boycott. D'ailleurs, tous les soldats sur le terrain disent il n'y aura pas de boycott. Et je suis d'accord avec ça. Il ne doit pas avoir de boycott. Il faut qu'il y ait une élection et que les gens y participent, quels que soient les candidats qui sont devant. Il faut que les gens s'organisent, trouvent de l'imagination et aillent aux élections pour que chacun dise ce qu'il est capable de faire pour le pays.
Comme je le disais juste avant, on va aborder la question de votre programme. Vous êtes le candidat à ce jour qui a formulé le plus de propositions. Est-ce que vous pensez que c'est sur le fond que peut se gagner cette élection d'octobre 2025? Ah oui, nous sommes convaincus que c'est sur le fond des propositions que cette élection va être gagnée et qu'il faut maintenant ramener tout le monde à écouter ce dont chaque candidat est capable, ce qu'il propose pour régler les problèmes des Ivoiriens. Et donc c'est pour ça que nous sommes les premiers pratiquement à évoquer chaque jour des pans de notre programme que l'on va examiner. En effet, vous vous êtes justement distingué par une proposition forte qui est le gel de la vente des terres pendant 3 ans pour engager un audit. Alors beaucoup de questions déjà pratiques se posent et découlent de cette proposition. D'abord, pourquoi vous attaquez-vous en priorité à cette question du foncier? Ben parce que ceux qui ont une certaine capacité d'observation de ce qui se passe sur le terrain peuvent conclure tout de suite que la prochaine bombe sociale qui va exploser en Côte d'Ivoire, c'est le foncier. Aller dans les zones rurales, que ce soit au nord du pays, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, la pression sur les terres est devenue absolument insupportable. Pression, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais pression, c'est la réalité des terres. Les terres sont bradées. Et c'est pas des milliers d'hectares qu'elles sont bradées. Dans un contexte juridique absolument fou. Vous savez que la Constitution ivoirienne interdit que les non-nationaux n'aient pas accès aux terres rurales. Mais je peux vous garantir que il y a même plus de terres rurales. Il y a des familles entières qui vivent sur moins d'un hectare aujourd'hui. Tout le monde le sait. Au niveau urbain, le désordre est pratiquement républicain, entre guillemets. C'est un sport national, ce désordre qui a cours actuellement dans notre pays. Et donc, pour nous, c'est des questions fondamentales qu'il va falloir traiter avec donc vous dites, courage. On gèle toutes les transactions, toutes les ventes et on fait un audit. On gèle toutes les ventes sur les terres non encore immatriculées. Alors, justement, ça concerne quelles terres? Ça concerne les zones rurales ou les zones urbaines? À la fois les zones rurales et les zones urbaines. Mais dans les zones urbaines, elles sont immatriculées. Non, toutes les terres sont pas immatriculées dans les zones urbaines. Ouais. Moi, je mets des terres salées. Il y a des points entiers de mon territoire qui sont dans la zone urbaine, qui sont pas encore immatriculés. Donc, vous gelez les zones, des terres, quelle que soit la zone, non immatriculées. Non immatriculées. D'accord. Et faire en sorte que l'État se donne les moyens, de façon massive, d'immatriculer dans ce laps de temps-là toutes les terres non encore immatriculées. Concrètement, ça veut dire que tout est bloqué pendant 3 ans, aucune vente. Oui, aucune vente. Mais que ça veut dire quoi, immatriculer? Ben, ça veut dire donner un numéro d'identité à chaque terre, chaque parcelle non encore mise en valeur. Et donc cet audit, il va servir à quoi? Non, l'audit, ça c'est le gel. Mais l'audit, c'est le gel, tout ce qui a été fait. Audit. Voilà. Le gel, c'est pour faire immatriculer. Et puis l'audit, c'est de faire le point de tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, vous savez que 60% des conflits, des contentieux au tribunal, dans nos tribunaux, sont liés aux conflits fonciers. 60%. Le ministre de la Constitution qu'on a reçu récemment à l'Assemblée nationale a reconnu que ce sont des milliers de conflits que nous avons en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'État sérieux peut avancer sans prendre le soin de régler ces questions foncières avant de partir en avant? Donc, nous pensons qu'il faut geler, faire l'audit. Et l'audit comprend le ministère de la Constitution lui-même, qui, pour nous, est au cœur du dispositif de fraude. C'est vrai, il y a des chefferies, on va revenir sur il y a des chefferies, il y a tout ce que vous voulez, mais le ministère, en tant qu'entité étatique, est au cœur de tout ce qui a été fait depuis les 30 dernières années. On va reparler du ministère, mais est-ce que vous pensez que cette proposition, qui paraît une idée que vous mettez sur la table, soit véritablement praticable sur le plan juridique et sur le plan social? Oui, mais il y a aucune règle dans l'espace UEMOA qui empêche un État de marquer un arrêt de gérer. Si moi je suis propriétaire, que j'ai besoin d'argent, que j'ai envie de vendre mes terres, pourquoi je les vendrai pas? Mais vous portez atteinte à mon droit de propriété. Quand vous vendez vos terres non immatriculées et que ça crée le désordre juridique dans le pays, qui gère les conséquences? C'est l'État. Voilà. L'État a toutes les dispositions légales pour pouvoir régler ces questions-là. Et nous allons le faire. Ça a été fait ailleurs. Et donc, nous allons le faire en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une question fondamentale. Nous ne pouvons pas avoir de stabilité dans ce pays si nous ne réglons pas la question foncière. Autre question. Vous savez très bien que le marché foncier, c'est un moteur de l'économie ivoirienne. C'est 8% du PIB. Ça fait rentrer des rentrées fiscales à l'État. C'est un pan entier de l'économie que vous allez Mais est-ce que vous savez que la réforme que nous allons faire va permettre à l'État d'avoir plus que 8% de PIB par rapport au foncier? Est-ce que vous savez que c'est moins de 70% des montants des terres vendues qui sont déclarés aux impôts? Est-ce que vous savez que vous connaissez la spéculation qui a cours entre les notaires et les vendeurs? Moi, j'ai enquêté pendant 14 ans sur ce domaine-là. Vous savez qu'une terre qui coûte 1 milliard, vous savez que aux impôts, on déclare à peine 400 millions. Et que l'État paie des milliards parce qu'on n'a aucune visibilité. Mais comment vous allez faire pour que le milliard entier soit déclaré? Mais justement,
Parce que une fois que l'audit a été fait, une fois que toutes les terres non immatriculées ont été immatriculées et que chaque terre a un identifiant unique et que rien ne pourrait être acheté sans passer par un système informatisé, vous ne pouvez plus jamais vendre sous-vendre les terres et les déclarer autrement devant les impôts. C'est ça que nous voulons faire. Donc, ce système, ça a commencé depuis 2017 avec le soutien de l'Union européenne pour créer la traçabilité sur toutes les initiatives immobilières qui ont cours en Côte d'Ivoire. C'est ça que nous allons faire. Et je peux vous garantir que cela va multiplier par 2. Actuellement, c'est 600 milliards autour de transactions foncières en Côte d'Ivoire. Mais avec cette réforme-là, c'est autour de 1800 milliards que nous allons engranger dans ce pays. Pourquoi est-ce que vous avez ajouté l'idée que l'on peut qualifier d'un peu populiste quand même, de la terre qui devrait rester exclusivement aux Ivoiriens? Mais je vais vous rappeler que récemment, le mardi dernier à l'Assemblée nationale, le ministre de la Construction a reconnu qu'effectivement, la spéculation dans notre pays est créée par les non-nationaux. Il a reconnu, hein. Les images sont là. La vidéo est en ligne. Un député a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les terres ivoiriennes sont majoritairement achetées par les non-nationaux. Le ministre a reconnu qu'effectivement c'est un problème et que peut-être une solution politique va être prise dans les jours qui arrivent sans être rentré dans les détails. Et cette solution politique, c'est quoi? Ça peut être quoi? C'est de restreindre l'accès. C'est de restreindre l'accès aux étrangers. Aux non-nationaux. À tout type de terre ou aux terres agricoles? À la fois aux terres agricoles et aux terres urbaines. Nous allons le faire. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut que la terre, il reste une terre pour les Ivoiriens qui arrivent. Attends, on peut pas construire un pays sans vous projeter dans l'avenir. Vous êtes en train de dire que la terre est une denrée qui finit. Mais la grande majorité des terres, des biens, des machins immobiliers sont quand même aux Ivoiriens. Vous savez, j'ai participé à une formation au Kenya, financée par les Nations Unies, sur la gestion durable des terres. Vous savez que les Nations Unies considèrent que les prochaines guerres dans ce monde vont être des questions de terre. Et donc, tout dirigeant consciencieux doit anticiper tout cela. Vous ne pouvez pas laisser une telle prédation sur vos terres pour que les générations futures n'aient pas accès aux terres. Nous allons agir dessus. Pour nous, c'est un marqueur essentiel de notre gouvernance si demain nous avons le pouvoir d'État. On va pas arrêter les achats de terrain. Le ministre m'a pris un exemple qui nous a fait un peu rigoler. Il a dit que les Ivoiriens proposent 10 millions pour acheter une terre à Abidjan. Et puis, les non-nationaux arrivent et proposent 30 millions. Donc, automatiquement, l'Ivoirien est exclu du processus et le non-national a accès à la terre. Donc, ça crée l'inflation. Cette inflation qui met les Ivoiriens en dehors de la possibilité d'avoir la terre dans leur propre pays. C'est la question qu'il faut régler. Vous indexez le ministère de la Construction. Il y a eu quand même un certain nombre de réformes assez structurelles au sein de ce ministère. La digitalisation, l'accélération de toutes les procédures, y compris des ACD, le document unique pour les chefferies. Bon, tout ça, ce sont des choses qui ont été mises en place, on va dire, assez récemment, dans les quelques années. On n'a pas encore expérimenté l'efficacité d'ailleurs. Mais on peut aussi laisser la chance à ces réformes de se mettre en place. La digitalisation. Non, mais on ne veut pas combattre les réformes qui ont été mises en place. Non, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que cet ensemble de réformes est à même d'assainir quand même le secteur en large partie? Non, les réformes qui ont été faites sont positives. Nous ne sommes pas contre ces réformes-là. Ouais. Et il faut aller au-delà. Et c'est quoi le au-delà? Mais l'au-delà, c'est ce que nous avons dit. Faire l'audit. Parce que vous ne pouvez pas superposer les réformes sans traiter en profondeur les questions. Vous voyez, on parle de milliers de conflits. Aujourd'hui, avec la digitalisation, ça devient un peu compliqué de vendre 3 fois le même terrain quand même. Oui, mais c'est pas encore complet. Pardon? Ce n'est pas encore total. Cette digitalisation. Ça se met en place. Ça se met en place. Vous n'allez pas arriver avec une baguette magique en disant c'est la digitalisation demain matin. Non, je vous explique. C'est un processus. Je vous explique. Vous savez, tous ceux qui ont perdu les terres, en complicité avec des agents publics, doivent les retrouver. L'audit sert à cela. Tous ceux qui ont perdu les terres... C'est plutôt les agents publics qu'il faut essayer de... Oui, mais c'est le ministère de la Construction. Mais justement, vous ne pouvez pas faire des réformes institutionnelles pour soi-disant traiter les questions qui sont là actuellement, sans revenir en arrière pour régler les problèmes de fond qui ont été créés par les mêmes institutions. Pour nous, c'est ça le cœur du problème. Tous ceux qui estiment avoir été expropriés de façon illégale, y compris avec la complicité de nos institutions, doivent pouvoir revenir avec les documents pour qu'on regarde en profondeur l'affaire. Vous voyez, quand quelqu'un est victime de faux dans le foncier, le ministère lui conseille d'aller au niveau du Conseil d'État pour aller se pourvoir et avoir droit à une décision. Mais le Conseil d'État rend la décision au minimum entre 3 et 10 ans. Pendant cette laps de temps-là, le foncier a déjà revendu votre terrain. L'autre acquéreur a déjà conçu dessus. Et in fine, comme vous avez la décision, vous ne pouvez plus venir raser sans l'appareil d'État, la maison qui a été bâtie dessus. Si vous ne mettez pas une législation en place qui permet de faire en sorte que le faux ne crée jamais de droit dans ce pays, vous n'avez pas réglé en fond le problème. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut créer un tribunal spécial de l'immobilier et du foncier en Côte d'Ivoire, avec des magistrats formés
à ce fait-là, qui peut rendre des décisions dans un laps de temps très court pour freiner tout ce qui est manœuvre. Cette série de propositions que vous faites autour du foncier, elle a le mérite d'exister, Oui, elle a ses contradicteurs, elle a ses détracteurs qui estiment que c'est l'archétype de la fausse bonne idée. Vous en attendez quoi de cette série de propositions? Mais j'en attends la tranquillité pour les Ivoiriens. J'en attends la sécurité foncière pour les Ivoiriens. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des villages entiers qui sont déguerpis par des gens qui sont assis à Abidjan, qui ont pu avoir des décisions de justice sans que les propriétaires terriens ne soient informés. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des forêts classées entières qui ont été déclassées, morcelées et vendues à des opérateurs sans que notre système judiciaire ne soit informé? Si vous ne faites pas le point de tout ça, eh bien, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, cela nous rattrapera. Il faut le régler maintenant. Et avec des mesures très fortes pour choquer les esprits afin qu'on passe devant. Alors, Haute Domaine, votre deuxième grand axe, c'est la lutte contre la corruption. On a essayé beaucoup de choses pour l'endiguer, sans vraiment y parvenir. Est-ce que c'est pas finalement un phénomène qu'on peut qualifier d'endémique, de définitivement, j'allais dire, incrusté dans la société, et qu'il est impossible d'éradiquer véritablement? La corruption ne devient endémique, ne s'incruste presque définitivement que quand il n'y a pas de volonté politique. Vous voyez, notre gouvernement actuel a fait des réformes. On a créé par exemple la haute autorité de la bonne gouvernance. On a créé récemment le pôle pénal financier. On a même l'inspection générale d'État. Donc ça, ce sont des institutions qui vont dans le sens. Mais ça va dans le sens des réformes législatives. Oui, après, il faut passer à la deuxième phase. C'est quoi? C'est la sanction. C'est la lutte contre l'impunité. Donc ça vous paraît manquer encore? Ça nous paraît manquer absolument. Depuis 15 ans, Donc si je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption, vous dites les institutions sont posées, il faut maintenant sanctionner. Il faut maintenant sanctionner. C'est ça Il faut sanctionner. Il faut maintenant passer à la sanction. Il faut mettre fin à l'impunité. Vous voyez la haute autorité de la bonne gouvernance qui demande aux acteurs soumis aux assujettis à la déclaration du patrimoine de faire leur déclaration. Vous savez combien de hauts cadres de ce pays tiennent les pieds pour déclarer leurs biens? Au point où l'autorité est obligée de faire des communiqués de menaces. Mais ça devait être systématique, parce qu'il y a des sanctions. Écoutez, moi j'ai déclaré mes biens en tant que député, en tant que maire, mais c'est fait sous confidentialité. Où est la transparence? Pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas accès aux déclarations du patrimoine? Mais en France, quand on déclare le patrimoine, c'est sur un site internet. Tout le monde y a accès. Pourquoi en Côte d'Ivoire, les déclarations du patrimoine sont confidentielles? Comment on peut faire la crédibilité? Parce que par derrière, ça peut être même manipulé politiquement. Donc vous voulez rendre ça public? Non, absolument transparent, absolument public. Vous déclarez vos patrimoines, vous servez l'État, tout vos patrimoines doit être sur la place publique. Ou alors, vous n'acceptez pas la fonction qu'on vous propose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voici ce qu'on appelle le contrôle in situ, qui est un contrôle légal, fiscal, qui existe en Côte d'Ivoire. Il n'est pas mis en œuvre, le contrôle in situ, qui permet aux agents de l'État de débarquer dans les quartiers, de regarder tel immeuble de R+8 ou bien R+10, de retrouver le propriétaire et de comprendre comment il a réalisé cela.